Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. L'un des grands thèmes classiques en calcul intégral consiste à établir l'égalité intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt égale 1/2 de racine carrée de pi. Cette belle formule associe les constantes e et pi de manière inattendue et mérite donc une place de choix dans tout bon formulaire de mathématiques, au même titre par exemple que l'égalité exponentielle ip égale moins 1. L'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré dt est connue sous le nom d'intégrale de Gauss, ou Gauss si l'on souhaite prononcer correctement. Elle est étroitement liée à une loi de probabilité d'importance majeure, la fameuse loi normale ou loi de Laplace-Gauss. Avant tout, il convient de s'assurer de la convergence de cette intégrale impropre. Pour cela, on peut par exemple remarquer que pour tout t supérieur ou égal à 1, t carré est supérieur ou égal à t, et donc l'exponentielle de moins t carré est inférieure ou égale à l'exponentielle de moins t. Or, l'intégrale de 1 à l'infini d'exponentielle moins t dt est convergente, puisque l'intégrale partielle de 1 à x possède une limite finie lorsque x tend vers plus l'infini, et donc par comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré dt converge aussi. Dans toute la suite, on notera grand G pour désigner la valeur de l'intégrale de Gauss. Il existe de nombreuses preuves de l'égalité grand G égale 1/2 de racine de pi, certaines étant plus connues que d'autres. Toutefois, aucune de ces preuves n'est immédiate. Ceci provient du fait que les primitives de la fonction qui a t associe exponentielle de moins t carré sont, comme on dit, non élémentaires, ce qui signifie en gros qu'elles ne peuvent pas être explicitées au moyen des fonctions dites usuelles. La preuve la plus populaire, semble-t-il, a été inventée aux alentours de 1830 par le mathématicien français Siméon Denis Poisson. Elle consiste à écrire le carré de l'intégrale de moins grand R à grand R d'exponentielle moins t carré dt, pour R strictement positif, comme une intégrale double, puis à encadrer celle-ci par deux intégrales sur des disques concentriques, de rayons respectifs grand R et grand R racine de 2. Ensuite, on passe en coordonnées polaires, ce qui fournit cet encadrement. Il ne reste plus qu'à faire tendre R vers l'infini, ce qui fournit, en passant à la limite, la valeur de G. Ce calcul illustre le fait très courant en mathématiques que le passage en dimension plus grande a tendance à faciliter les choses. Quelque temps avant Denis Poisson, un autre géant des mathématiques, Pierre-Simon de Laplace, avait imaginé une autre preuve, un peu dans le même esprit. On commence par écrire le carré de G comme une intégrale double, puis on change de variable dans l'intégrale interne en posant S égale TU, ce qui donne ceci. Utilisant avec un peu d'avance un théorème que l'italien Fubini établira près d'un siècle plus tard, Laplace intervertit l'ordre des intégrales. Grâce à cette transformation, l'intégrale interne est à présent facile à calculer. En effet, on reconnaît ici la dérivée de la fonction qui à t fait correspondre moins exponentielle de moins t carré facteur de u carré plus 1 sur 2 facteurs de u carré plus 1. Et donc finalement, grand G carré est égal à 1/2 de l'intégrale de 0 à plus l'infini de du sur u carré plus 1 qu'on intègre directement en arctangente pour trouver pi sur 4. On obtient finalement la conclusion en prenant la racine carrée. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail deux autres preuves. Comme vous allez le constater, elles ne sont pas plus courtes que les deux qui viennent d'être présentées, bien au contraire, mais elles n'en sont pas moins instructives. En maths, on a tendance à considérer que plus un résultat est profond, plus nombreux sont les liens qui connectent ce résultat à d'autres, et plus nombreuses sont les voies qui mènent à une démonstration. Voici une preuve apparue sous la plume de Laplace, encore lui, en 1774, soit 3 ans avant la naissance de Gauss. Je vous en propose une version modernisée, librement adaptée à partir de l'idée originale. Intéressons-nous, pour tout réel alpha strictement positif, à l'intégrale j de alpha, de 0 à plus l'infini, de exponentielle moins t divisé par racine carrée de 1 moins exponentielle moins alpha t dt. Nous allons prouver d'une part que j de alpha est équivalent, lorsque alpha tend vers 0,
à grand K sur racine de alpha, où grand K désigne l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t sur racine de t dt. Une preuve de cet équivalent est d'ailleurs détaillée un peu plus loin. Et d'autre part, on peut montrer, en changeant de variable, que j de alpha peut s'écrire 2 sur alpha que multiplie w de 2 sur alpha moins 1, où w de bêta désigne, pour tout réel bêta strictement plus grand que moins 1, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance bêta t dt. Autrement dit, w de bêta est une intégrale de Wallis généralisée. Généralisée en ce sens que l'exposant bêta n'est pas supposé entier. Il est classique que lorsque bêta tend vers plus l'infini, w de bêta équivaut à la racine carrée de pi sur 2 bêta. Et par conséquent, j de alpha est équivalent à racine carrée de pi sur alpha. En confrontant les deux équivalents obtenus, on conclut que k est égal à racine de pi. Et enfin, en posant t égale x carré dans la définition de k, il apparaît que k est le double de l'intégrale de Gauss. Finalement, grand G est égal à 1/2 de racine de pi, comme annoncé. Avant de passer à une autre méthode de calcul, détaillons la preuve de l'équivalent mentionné précédemment. En utilisant un développement limité au premier ordre pour exponentielle moins u lorsque u tend vers 0, on voit que 1 sur racine carrée de 1 moins exponentielle moins u équivaut à 1 sur racine de u lorsque u tend vers 0. Donc, pour alpha strictement positif fixé, exponentielle moins t divisé par racine carrée de 1 moins exponentielle moins alpha t équivaut, lorsque t tend vers 0, à exponentielle moins t divisé par racine carrée de alpha t. Et comme la masse de l'intégrale se concentre au voisinage de 0, il est naturel de conjecturer que l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t sur racine de 1 moins exponentielle moins alpha t dt se comporte lorsque alpha tend vers 0 comme l'intégrale de cette fonction équivalente. Attention à un détail technique important. Il n'est pas question d'adopter comme fonction équivalente en 0 la fonction qui a été associe 1 sur racine de alpha t, car bien que cet équivalent soit correct, cette nouvelle fonction n'est pas intégrable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On se propose donc de montrer que la différence delta de alpha entre les deux intégrales est négligeable lorsque alpha tend vers 0 devant 1 sur racine carrée de alpha. Déjà, en raison de la convexité de l'exponentielle, on voit que 1 moins exponentielle moins alpha t est inférieur ou égal à alpha t, et donc delta de alpha est positif ou nul, quel que soit alpha positif. Ensuite, étant donné epsilon strictement positif, il existe un réel petit a strictement positif tel que pour tout u dans l'intervalle semi-ouvert 0a, on a l'encadrement suivant. On va donc couper l'intégrale qui définit delta de alpha en deux. Et on va majorer séparément les deux bouts. Notons respectivement a de alpha et b de alpha ces deux intégrales. D'une part, on voit que a de alpha est plus petit que epsilon, intégrale de 0 à l'infini d'exponentielle moins t sur racine de alpha t dt, grâce à l'encadrement qu'on vient de signaler. Autrement dit, a de alpha est majoré par epsilon grand K sur racine de alpha, où, rappelons-le, K désigne l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t sur racine de t dt. D'autre part, en sacrifiant ce terme, on peut majorer b de alpha comme ceci. Et donc, par croissance de l'exponentielle, b de alpha se retrouve majoré par 1 sur racine de 1 moins exponentielle moins a, intégrale de a sur alpha à l'infini d'exponentielle moins t dt. On calcule immédiatement cette dernière intégrale, et finalement on majore b de alpha par exponentielle de moins a sur alpha, que divise la racine carrée de 1 moins exponentielle moins a. Cette dernière quantité tend vers 0, lorsque alpha tend vers 0, et l'on peut donc certainement la majorer par epsilon grand K sur racine de alpha, dès que alpha est assez petit, puisque cette fraction diverge vers l'infini. Moralité, dès que alpha est plus petit qu'un certain alpha 0 convenable, on a delta de alpha plus petit que 2 epsilon grand K sur racine carrée de alpha,
ce qui prouve bien l'équivalent annoncé. Passons maintenant à une autre méthode de calcul pour l'intégrale de Gauss. Introduisons la fonction grand F, définie par grand F de x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins xt carré sur 1 plus t carré dt, expression valide pour tout réel x, positif ou nul. Les théorèmes généraux sur les intégrales dépendant d'un paramètre permettent d'affirmer que grand F est continu sur 0 plus l'infini, 0 compris, dérivable sur l'intervalle ouvert, et que l'on peut dériver sous le signe somme, c'est-à-dire que pour tout x strictement positif, f' de x est donné par moins l'intégrale de 0 à l'infini de t carré exponentielle de moins xt carré sur 1 plus t carré dt. Il en résulte par différence une relation très simple entre f et sa dérivée, à savoir que pour tout x strictement positif, f de x moins f' de x est égal à l'intégrale de 0 à l'infini d'exponentielle de moins xt carré dt, et en posant s égale t racine de x dans cette dernière intégrale, et en notant toujours grand G l'intégrale de Gauss, on voit que grand F est solution sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert de l'équation différentielle du premier ordre y' moins y égale moins grand G sur racine de x. En appliquant la méthode de variation de la constante, on voit que les solutions sont données par cette formule, dans laquelle lambda désigne un réel arbitraire. Et il doit donc exister une valeur particulière de lambda, pour laquelle on a l'égalité pour tout x strictement positif, f de x égale lambda exponentielle x plus grand G exponentielle x, intégrale de x à l'infini, d'exponentielle moins t sur racine de t dt. Mais grand F tend vers 0 en l'infini, ce qui résulte facilement de cet encadrement, et par conséquent, lambda vaut certainement 0. Bref, on a prouvé que pour tout x strictement positif, l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins xt carré sur 1 plus t carré dt est égale à grand G exponentielle x, intégrale de x à l'infini, exponentielle moins t sur racine de t dt. Cette égalité est déjà remarquable en soi, mais surtout elle va nous livrer la valeur de G. En effet, comme f est continu en 0, la limite lorsque x tend vers 0 du membre de gauche est f de 0, c'est-à-dire pi sur 2. Quant au membre de droite, il tend, lorsque x tend vers 0, vers grand G fois l'intégrale de 0 à l'infini d'exponentielle moins t sur racine de t dt. On a déjà calculé cette dernière intégrale tout à l'heure, et elle vaut 2g. Donc toute cette expression vaut 2g carré. Par unicité de la limite, on peut ainsi conclure que 2g carré est égal à pi sur 2, et donc comme g est positif, g est bien égal à 1/2 de racine de pi, ce qui termine cette démonstration. J'espère vivement que ces quelques minutes de calcul intégral vous auront intéressé. N'hésitez pas à poster vos remarques ou vos questions en commentaire, et pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette même chaîne pour un nouvel exposé.